Quand tu vois que j'ai mis mon petit costume de martien, tu te dis on va parler du nucléaire, d'armes atomiques et de guerre nucléaire. Et tu as parfaitement raison. Aujourd'hui, je vais tous vous expliquer ce qu'est la bombe H, la bombe à hydrogène, son histoire et ses développements. Et c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Bayan Taillefer, forgeron médiéviste, historien à ses heures ou le contraire. Alors, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, partagez, commentez, j'ai besoin de vous pour faire avancer la chaîne. Dans le dernier épisode, nous avions vu les possibilités de destruction d'une bombe A et d'une bombe H. Et aujourd'hui, nous allons voir la gestation de la bombe thermonucléaire, la bombe à fusion ou bombe H, bombe à hydrogène. Revenons un peu à la bombe A. Les Américains, avec le projet Manhattan, ont donc réussi à finaliser ce fantastique projet pour l'humanité. Créer une arme de destruction massive. Une arme, une seule bombe, qui peut raser en quelques milliers de secondes une ville de plus de centaines de milliers d'habitants. Alors, le premier essai se fait à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, sur la zone de Trinity. Et la bombe s'appelle Gadget. Amusant, n'est-ce pas? Alors Gadget, c'est une bombe à plutonium. C'est une bombe à implosion. Ça veut dire que il y a une masse critique à l'intérieur et qu'autour sont disposés des carreaux de plutonium qui vont être compressés contre le cœur nucléaire, facilitant donc la réaction en chaîne avec la masse critique grâce à des dispositifs d'explosifs chimiques situés tout autour. C'est pour ça que Gadget, comme Fat Man, la bombe qui sera lancée sur Nagasaki, sont sphériques. Contrairement à Little Boy, qui elle est une bombe au processus dit canon, une bombe à insertion. C'est-à-dire que la bombe est allongée, avec une partie de la masse critique, la cible, au bout, et dans la queue de la bombe, une espèce de canon, toujours avec un dispositif chimique qui va lancer une espèce d'obus en uranium-235 qui, en s'agglomérant au cœur de la cible, va former la masse critique et l'explosion atomique. Alors, pour information, Gadget a été testé avec succès le 16 juillet 1945, avec la fameuse phrase de Robert Oppenheimer « Je suis le destructeur des mondes ». Et effectivement, nous en aurons la vision apocalyptique lors de la première explosion atomique sur Hiroshima le 6 août 1945 et la seconde sur Nagasaki le 9 août 1945. Je reviendrai sur ces terribles éléments dans ma série sur la guerre du Pacifique. Alors donc, tout va bien pour les Américains. Ils sont déjà les maîtres du monde. Parce qu'ils disposent d'une arme ultime, une arme qui leur permet d'anéantir n'importe quelle armée ou n'importe quelle capitale. Grâce à leurs avions à long rayon d'action, les bombardiers stratégiques B-29 entre autres. Alors après l'explosion atomique de Gadget à Alamogordo, Truman, lors de la conférence de Potsdam, qui se tient donc au mois de juillet 1945, après l'écroulement du Troisième Reich, va dire à Staline qu'ils ont à leur disposition une arme extraordinaire. Staline ne va pas sourciller. Alors évidemment, on en est déjà à l'équilibre entre les deux puissances, l'équilibre de la terreur. Parce que les Américains veulent conserver une partie de l'Europe sous leur coupe, dans le monde dit libre. Pour cela, il leur fallait un moyen de chantage sur les Russes. Souvenons-nous que l'armée rouge, en 1945, a terrassé la Wehrmacht et la Waffen-SS, que Staline dispose de plus de 40 000 chars de combat et des bons. Une armée de plusieurs millions d'hommes qui n'attendent qu'un geste du grand maître du Kremlin pour arriver jusqu'à Brest et même en Angleterre. Mais Harry Truman a la solution, la bombe atomique. Et les deux explosions atomiques au Japon prouveront aux Russes leur désir de se servir de cette arme terrible. Malheureusement pour les Américains, Staline a lui aussi ordonné la création d'un programme nucléaire russe qui sera largement en retard sur les Américains à partir de 1943 et fondé donc la fondation Kurchatov du nom du grand physicien russe. Et miracle,
pour l'Empire communiste, la première bombe russe, une bombe A, va exploser à Semipalatinsk, au Kazakhstan, le 29 août 1949. Caramba, tout est à refaire, comme dirait un personnage de bande dessinée dans Tintin. Les Russes ont réussi à refaire leur retard sur les Américains. Ils possèdent eux aussi l'arme atomique. Et nul doute qu'ils n'hésiteront pas à s'en servir contre le monde dit libre. Mais alors, comment l'ont-ils eu cette arme atomique ? Eh bien, il se trouve que depuis 1945, des membres du NKVD et des membres du GRU, les deux services secrets de la Russie communiste, ont infiltré quasiment toutes les administrations américaines. Et que, à Los Alamos, travaille un savant du nom de David Greenglass. Il connaît un réfugié allemand, physicien de son état, qui s'appelle Klaus Fuchs, et à eux deux, ils vont transmettre des renseignements à Moscou, par l'intermédiaire de la sœur de Greenglass, qui s'appelle Ethel Rosenberg, mariée avec donc Julius Rosenberg. Alors le couple sont d'ardents communistes, qui vont trahir leur pays, non pas par intérêt, mais par idéologie, parce qu'ils veulent que la patrie communiste refasse son retard sur les Américains. Alors, les époux Rosenberg vont être emprisonnés en juillet-août 1950, ils seront jugés en 1951, et seront condamnés tous les deux à la chaise électrique dans la prison de Sing Sing, dans l'état de New York, le 19 juin 1953. Il faut remarquer que leur arrestation et leur condamnation s'est faite sans aucun élément matériel, seulement des témoignages oraux. Mais on saura beaucoup plus tard, 70 ans exactement, que les époux Rosenberg étaient effectivement coupables. Parce que les Américains avaient réussi à craquer les codes secrets des Russes et qu'ils avaient donc la preuve que les époux Rosenberg étaient des traîtres. Néanmoins, il se trouve que les informations qu'ils ont divulguées aux Russes n'auraient pas permis à ceux-ci de finaliser la bombe atomique. Alors il faut bien comprendre qu'aux USA à cette époque, il y a tout un réseau d'espions qui vont fournir les précieux renseignements aux Russes, qui sans cela n'auraient pas eu la bombe atomique avant peut-être plusieurs décennies. Vous allez me dire que cette exécution était extrêmement cruelle. Et en effet, l'épouse Rosenberg ne mourra pas du premier coup. Il lui faudra plusieurs décharges électriques pour terminer son agonie infâme. Néanmoins, nous sommes à une époque où, de 1950 à 1953, presque 40 000 soldats américains vont mourir pendant la guerre de Corée. La Corée du Nord qui se bat contre la Corée du Sud, Corée du Nord soutenue par l'Union soviétique et par la Chine. Et en même temps, à partir de 1950 jusqu'en 1954, Harry Truman lance une grande opération de nettoyage dans les services de la fonction publique américaine. C'est ce que l'on appelle le macartisme, du nom du sénateur Joseph McCarthy, qui ne pouvait pas voir un communiste en couleur rouge. Alors voilà, les jeux sont faits. Les Russes ont aussi la bombe atomique. Harry Truman va décider de relancer le programme de recherche sur la bombe H. Parce qu'en effet, en 1940, un physicien d'origine hongroise du nom d'Edward Teller avait conceptualisé la théorie selon laquelle, si l'on faisait exploser une bombe A avec un stock à côté d'isotopes d'hydrogène, deutérium et tritium, alors on pourrait parvenir au processus de la fusion nucléaire. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour un sujet un peu plus riant sur peut-être la Seconde Guerre mondiale ou le Moyen-Âge, je ne sais pas encore. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle ne vous donnera pas trop de cauchemars, et on se dit à bientôt. En attendant, portez-vous bien, et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.